Ainsi, en 1929, il s'arrange pour se faire arrêter pour port d'armes prohibé et va passer 10 mois au pénitencier. Fort de ses soutiens, il obtient de nombreux passe-droits. Il reçoit autant de visites qu'il veut et peut se servir sans restriction du téléphone. Même en prison, il continue à diriger son empire. À sa sortie de prison, en mars 1930, le climat a changé. Le krach de Wall Street, quelques mois plus tôt, a altéré les affaires. Les Américains sont contraints de réduire leurs dépenses superflues. Alcool, jeux, etc. La pauvreté gagne les grandes villes. C'est l'occasion pour Al Capone de s'offrir une campagne de publicité. Il est l'un des premiers à mettre en place des soupes populaires. Comme le montrent ses interviews, certains habitants de Chicago lui sont très reconnaissants. Ceci est la meilleure soupe que j'ai jamais mangée dans ma vie. À de pauvres malheureux comme moi, dans la rue, mendiant un bol de soupe et un sandwich. Nous n'avons pas de travail. Nous ne pouvons pas obtenir de travail. Nous cherchons du travail. Nous ne pouvons pas avoir de travail, mais nous en aurons un jour, dans l'avenir. Et maintenant, messieurs et mesdames, quand nous allons au travail, quand nous serons au travail, nous nous mettrons au travail tout de suite. Si Al Capone n'était pas là, lui qui nous a invités ici, dans cette maison blanche de South State Street, nous ne mangerions pas. Al Capone a engagé Jack Lingle, journaliste chargé des faits divers au Chicago Tribune. Il lui sert d'agent de liaison entre gangsters, policiers et politiciens. Pour cela et pour ses articles élogieux, Al Capone le paie $60 000 par an. Pour s'être apparemment rendu coupable d'une trahison envers Al Capone, Lingle est abattu le 9 juin 1930. Bien qu'Al Capone ne soit encore une fois pas inquiété pour ce crime, le nouveau président américain, Herbert Hoover, décide d'attaquer Al Capone sur deux fronts, la contrebande d'alcool et la fraude fiscale. Avec son homonyme J. Edgar Hoover, le jeune chef ambitieux du FBI, il jure de mettre une fois pour toutes Al Capone sous les verrous. Un jeune diplômé de l'université de Chicago, Elliot Ness, est désigné pour constituer une équipe d'agents connue sous le nom d'Incorruptible. Sa fonction principale est de distraire l'attention des gangsters pendant que l'enquête du fisc progresse. Ils sont aussi chargés de détruire les distilleries et les brasseries clandestines. Même les moyens de transport des gangsters sont détruits par les agents fédéraux. Parallèlement, toute la puissance des gardes-côtes est déployée pour arrêter la contrebande. La marine est mobilisée pour intercepter les cargaisons côtières suspectes. Et des avions interviennent pour traquer les contrebandiers. Ces mesures, bien que spectaculaires, ne sont pas suffisantes pour arrêter les gangsters. Frank Wilson, chef de la section d'investigation du fisc à Chicago, est chargé d'enquêter sur les revenus d'Al Capone. Un de ses agents, Mike Malone, prend une chambre au Lexington en se faisant passer pour un prisonnier en fuite. Il s'immisce ainsi dans le cercle des proches d'Al Capone. Le premier à être arrêté est le frère d'Al Capone, Ralph. Ses livres de comptes montrent que sur les 8 millions de dollars qui ont transité en 4 ans sur ses divers comptes en banque, aucun impôt n'a été payé. Il est condamné à 3 ans de prison.
Le suivant est le trésorier du gang Al Capone, Jack Guzik, dit Pouce Graisseux. Il est condamné à 5 ans de réclusion. Dès l'été 1930, la structure qu'Al Capone a si soigneusement bâtie commence à se craqueler. Wilson retrouve le comptable d'Al Capone et, en échange d'une protection, parvient à le convaincre de témoigner. En juin, Al Capone est inculpé de fraude fiscale. Il doit à l'administration près de 400 000 $. Les avocats d'Al Capone tentent de négocier avec le procureur pour réduire la gravité des charges. Mais cet accord est rejeté. Le gang d'Al Capone se procure alors la liste des jurés pressentis pour les corrompre. Le jour du procès, le 6 octobre 1931, le juge, informé de ces manigances, échange la liste avec celle des jurés d'une autre salle du tribunal. Le 22 octobre 1931, Al Capone est condamné à 11 ans d'emprisonnement et à 50 000 $ d'amende. Pendant un temps, Al Capone continue de gérer son empire depuis sa maison d'arrêt de Cook. Mais cela devient impossible lorsqu'il est transféré au pénitencier fédéral d'Atlanta, en Géorgie. Il y travaille en tant que cordonnier. Le 18 août 1934, il est transféré au pénitencier d'Alcatraz dans la baie de San Francisco, où l'évasion est réputée impossible. C'est pour Al Capone le début de la fin. On lui retire tous ses privilèges. Il est même affecté aux travaux de nettoyage des toilettes, ce qui lui vaut le nouveau sobriquet de Rital au balai. Al Capone se tient à l'écart des autres prisonniers et refuse de participer aux grèves et aux mutineries de juin 1936. Pour cette raison, un détenu lui plante une paire de ciseaux dans le dos. Al Capone survit à ses blessures, mais en février 1938, syphilitique depuis des mois, il tombe gravement malade. Al Capone a probablement contracté la maladie auprès d'une de ses prostituées. Son système nerveux est atteint. Peu à peu, gagné par la paralysie, il est relaxé en novembre 1939 pour suivre un traitement. Sa femme Mae le ramène dans leur villa en Floride où elle le soigne jusqu'à sa mort, 7 ans plus tard. Ce fils d'immigrés napolitains élevé dans les bas-fonds de Chicago était devenu une légende. Le crime et la corruption furent les moyens qu'il choisit pour sortir de sa condition. Il fut responsable de 400 crimes, dont 40 commis de ses propres mains. Il est enterré au cimetière Mount Olivet à Chicago. Devant l'afflux d'admirateurs et de curieux, sa dépouille a été transférée dans un lieu tenu secret. Même mort, Al Capone est obligé de se cacher.